En 1971, une famille a disparu pendant le dîner. La maison est restée intacte, assiette servie, verre à moitié plein, le chien toujours là, la porte grande ouverte. Mais Émile, Solène, Louis et Élise Laurier se sont tout simplement volatilisés. Pas de lutte. Pas d'adieu. Aucun corps. Pendant des décennies, la maison est restée dans le silence. Jusqu'au jour où quelqu'un a acheté un vieil appareil photo Polaroid lors d'un vide-grenier. Et à l'intérieur, une pellicule scellée. Et une seule photo, qui n'aurait jamais dû être révélée. Avant de continuer, dis-nous d'où tu nous regardes, dans les commentaires. Et si ce genre de mystère te fascine, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Maintenant, revenons au 12 juillet 1971. La lumière déclinante de ce 12 juillet 1971 drapait les contreforts d'Avignon d'une patine dorée, caressant les vieilles pierres et les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue. Dans une maison modeste au volet vert, nichée à l'écart du tumulte de la cité papale, la famille Laurier s'apprêtait à dîner. C'était une scène d'une banalité exquise, le genre d'instantané domestique que l'on ne remarque que par son absence soudaine. Émile Laurier, 40 ans et les mains encore imprégnées de l'odeur du cuivre et de l'isolant stigmate d'une longue journée d'électricien, ajustait sa chaise à table. Sa carrure solide et son front ridé témoignaient d'une vie de labeur, mais ses yeux bleus pétillaient d'une tendresse inébranlable pour les siens. En face de lui, Solène, sa femme de 37 ans, coiffée d'un chignon impeccable malgré l'humidité de l'été, achevait de verser l'eau dans les verres. Secrétaire à la paroisse locale, elle incarnait la douceur et l'organisation, le pivot silencieux autour duquel gravitait le foyer. Louis, 7 ans, le fils aîné, gigotait sur sa chaise, l'excitation de la journée de jeu encore palpable dans ses membres. Ses genoux écorchés et son t-shirt maculé de terre racontaient des aventures imaginaires dans le jardin. À côté de lui, Élise, 5 ans, plus calme et rêveuse, tenait sa fourchette avec une application sérieuse, ses grands yeux noisettes fixés sur le poulet rôti fumant au centre de la table. Mimo, le petit chien terrier de la famille, ronchonnait doucement sous la table, espérant qu'une miette malencontreuse échappe à la vigilance de ses maîtres. Le dîner fut comme tant d'autres, des rires étouffés, le cliquetis des couverts, les récits d'Émile sur ses chantiers, les anecdotes de Solène sur les paroissiens, et les questions naïves mais profondes des enfants. La pièce était imprégnée des effluves du repas, un mélange réconfortant de rôti et d'herbes de Provence. La routine était leur encre, la prévisibilité leur confort. Personne n'aurait pu imaginer que cette soirée, si ordinaire en apparence, deviendrait le prélude à un mystère d'une profondeur insondable. Vers 22 heures, les lumières de la maison Laurier étaient toujours allumées, ce qui n'était pas inhabituel. Ce qui le fut, en revanche, c'est que la porte d'entrée était restée entr'ouverte, battant doucement au gré d'une brise légère. Un voisin, Monsieur Dubois, rentrant tardivement de son travail, remarqua l'anomalie. Il hésita, puis, mu par une curiosité bienveillante, s'approcha. Il frappa. Pas de réponse. Il poussa la porte. L'intérieur était figé dans le temps. La table du dîner était toujours dressée, les assiettes à peine entamées, le poulet rôti encore tiède. Les chaises étaient légèrement reculées, comme si leurs occupants venaient de se lever pour un instant. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun objet cassé, rien qui suggère une effraction ou une altercation. C'était le silence qui frappait le plus, un silence assourdissant, brisé seulement par les aboiements plaintifs de Mimo, retrouvé seul, tournant en rond dans le salon, les yeux paniqués. La police fut alertée. L'enquête qui s'ensuivit fut d'une intensité rare pour l'époque. Des dizaines d'officiers, des enquêteurs de la gendarmerie nationale, des chiens de recherche, tous furent mobilisés. Les environs furent fouillés au peigne fin, les témoignages des voisins et amis recueillis avec minutie. On interrogea les proches, les collègues. La France entière fut tenue en haleine par l'affaire, que les journaux baptisèrent rapidement la disparition des Laurier. Pourtant, malgré les efforts colossaux, pas le moindre indice. Pas une trace de pas suspecte, pas un cheveu, pas un mot. C'était comme si Émile, Solène, Louis et Élise s'étaient évaporés dans l'air, laissant derrière eux une scène de vie domestique suspendue, un tableau inachevé. Le dossier, faute d'éléments concrets, fut classé quelques mois plus tard, rejoignant la longue liste des affaires non résolues, un fantôme de mystère planant sur Avignon. 52 ans s'écoulèrent, et le monde avait changé de façon méconnaissable. Les téléphones portables et l'Internet avaient remplacé les lignes fixes et les encyclopédies, et la mémoire collective, saturée d'informations, avait relégué l'affaire Laurier au rang de légende locale, une histoire étrange racontée à voix basse. C'est dans ce contexte que Clara Roux, 31 ans,
photographe freelance au regard perçant et à l'esprit analytique, tomba sur l'impensable. En ce samedi pluvieux d'octobre 2023, elle flânait dans une vente de garage organisée dans un quartier tranquille d'Avignon. Sa quête, dénicher des objets anciens, des fragments d'histoire à immortaliser à travers son objectif. Au milieu d'un bric-à-brac de vaisselle ébréchée et de vieux vinyles, son regard fut attiré par un appareil photo. C'était un Polaroid SX-70, un modèle iconique des années 70, avec son corps chromé et son soufflet pliable. Il était usé, rayé, mais dégageait une aura de nostalgie irrésistible. Clara, une puriste de l'argentique, l'acheta pour une poignée d'euros. En l'examinant plus attentivement chez elle, elle découvrit avec surprise un cartouche de film scellé, oublié à l'intérieur. Son cœur s'emballa légèrement. C'était rare, presque un cadeau du passé. Elle installa son laboratoire de fortune dans sa salle de bain, le transformant en chambre noire improvisée. La lumière rouge du développement baignait la pièce d'une lueur mystique, tandis que Clara, le souffle court, attendait la révélation. La première photo émergea, floue, puis la seconde, un peu plus nette, montrant une silhouette indistincte. L'excitation la gagnait. Et puis, la troisième. C'était une table. Dressée. Des assiettes, des couverts. Des verres. Un plat au centre, son contenu indistinct, mais dont la forme suggérait un poulet rôti. La lumière était étrange, une sorte de halo artificiel, projetant des ombres longues et inquiétantes. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. La scène lui semblait familière, étrangement intemporelle. Puis vint la quatrième, et avec elle, le choc. L'image était un gros plan du bord de la table. Le bois était patiné, mais le détail était d'une clarté glaçante. Une main non identifiée, aux doigts longs et fins, agrippant fermement le rebord de la table. Elle semblait surgir de nulle part, comme un appendice sinistre, sa présence brisant l'immobilité des objets. Clara laissa tomber la photo. Le temps s'arrêta. Cette table. Ces assiettes. Ce repas figé. Tout correspondait à la description du lieu du drame des Lauriers, un cas qu'elle avait brièvement étudié lors de ses recherches sur les disparitions inexpliquées. Mais cette main n'avait jamais été mentionnée dans aucun rapport, aucune archive. C'était un élément nouveau, terrifiant, une preuve visuelle d'une présence invisible au moment même où une famille entière s'évanouissait. La curiosité de Clara se transforma instantanément en une obsession brûlante. Le vieil appareil photo n'était plus un simple objet de collection, mais une capsule temporelle, un témoin silencieux d'une nuit de terreur. Elle devait savoir. Elle devait comprendre l'origine de l'appareil, l'identité de cette main, et la vérité derrière la disparition des Lauriers. Le mystère congelé dans le temps venait de trouver son archéologue. Le flash de l'appareil s'était éteint, mais l'image persistait, gravée dans l'esprit de Clara Roux. La salle de bain des Lauriers, figée dans le temps, révélait une scène que la police de 1971 n'avait jamais vue. Les visages des enfants, la terreur sur les traits d'Élise, la vulnérabilité de Louis, et ce détail macabre, le sang, non pas un simple écoulement, mais une éclaboussure violente, presque une signature. Cette photo, prise par un appareil qui n'aurait pas dû fonctionner, hurlait une vérité que l'enquête officielle avait ignorée. Clara sentit une urgence sourde monter en elle. Ce n'était plus une simple curiosité historique, c'était une obligation morale. Les jours suivants se transformèrent en une plongée obsessive dans le passé. Le petit appartement de Clara, Avignon, devint un centre de recherche improvisé. Des piles de vieux journaux jaunis, consultés à la bibliothèque départementale, recouvraient sa table basse. Le Monde, le Dauphiné libéré, la Provence tous relataient l'affaire Laurier, l'horreur du crime, l'absence de suspect, la conclusion hâtive d'un cambriolage qui avait mal tourné. Les articles se contredisaient parfois, manquaient de détails cruciaux, ou pire, semblaient délibérément vagues sur certains points. Simultanément, Clara tentait d'accéder aux archives de la police. C'était un labyrinthe bureaucratique. Après de multiples appels et des explications évasives, elle parvint finalement à obtenir un accès limité aux rapports de l'époque, sous prétexte d'un projet de recherche historique sur les affaires criminelles non résolues d'Avignon. Le ton documentaire de True Crime qu'elle avait adopté pour l'approche était parfait. Le bureau des archives, poussiéreux et silencieux, sentait le papier vieilli et la mélancolie des histoires oubliées. Clara y passait des heures, ses yeux fatigués parcourant les pages dactylographiées, les notes manuscrites, les croquis rudimentaires de la scène de crime.
Elle cherchait la moindre mention des photographies officielles prises sur les lieux. Les rapports indiquaient bien qu'un photographe de la police avait été dépêché. Les clichés, selon les procès-verbaux, devaient documenter l'état de la maison, les empreintes, les éventuels indices. Pourtant, une anomalie frappait Clara. Plusieurs rapports mentionnaient que les photographies de la salle de bain, en particulier, étaient inutilisables ou totalement sous-exposées, rendues vides par une défaillance technique. Une défaillance? Sur plusieurs clichés d'une même pièce? Cela lui semblait suspect. Elle se rappela la clarté glaçante de sa propre Polaroid, prise des décennies plus tard. Comment la police avait-elle pu échouer si lamentablement? Puis vint la découverte la plus troublante. Un rapport de suivi datant de quelques années après les faits, signé par un certain capitaine Dubois, mentionnait que l'ensemble des photographies du dossier Laurier avaient disparu du système de stockage central lors d'une restructuration archivistique. Disparu. Un dossier entier de preuves visuelles, effacé. Le sang se glaça dans les veines de Clara. Ce n'était plus une simple négligence. C'était une dissimulation. La comparaison avec ses propres photos était édifiante. Là où la police n'avait rien vu, la Polaroid révélait tout, l'horreur, le chaos, la présence des enfants. Les images de Clara contredisaient catégoriquement les conclusions officielles d'une scène de crime propre ou sans particularité notable pour la salle de bain. Le nom de Vernon Drouin, le détective principal en charge de l'affaire Laurier à l'époque, revenait fréquemment dans les rapports. Il était présenté comme un homme rigoureux, dévoué, mais Clara commençait à douter de cette façade. La coïncidence des photos vides et leur disparition la rongeait. Elle se mit à creuser la vie de Drouin. Les recherches sur Drouin furent plus complexes. Les informations personnelles étaient rares. Mais en fouillant les archives notariales et les registres fonciers, une connexion inattendue apparut. Quelques années avant le meurtre des Laurier, Vernon Drouin avait été impliqué dans une transaction immobilière dans la région. Il avait servi de témoin pour la vente d'une petite parcelle de terrain adjacente à la propriété des Laurier, terrain appartenant à une famille locale, les Fournier, réputée pour ses liens avec l'administration municipale. Plus étrange encore, la transaction avait été conclue à un prix dérisoire, bien en dessous du marché. Et l'acheteur n'était autre qu'un cousin éloigné des Laurier, un certain Jean-Luc Moreau, qui, selon les rumeurs de l'époque, était endetté et n'aurait jamais pu se permettre un tel achat. Moreau avait revendu la parcelle à un promoteur immobilier 1 an après le meurtre, réalisant une plus-value considérable. Clara sentit une pièce du puzzle se mettre en place, une pièce sombre et corrompue. Drouin, le détective de l'affaire, avait un lien indirect, mais tangible, avec la propriété des victimes, et avec une transaction financière louche qui semblait avoir bénéficié à des proches des Laurier avant leur mort. Et si le cambriolage qui a mal tourné n'était qu'une diversion? Et si le mobile était lié à cette terre, à ces transactions? Une conspiration. Le mot résonnait dans l'esprit de Clara, glaçant et excitant à la fois. Les photos de sa Polaroid n'étaient pas seulement des preuves, elles étaient la clé d'un mensonge ancien, un mensonge protégé par ceux-là même qui étaient censés faire respecter la loi. La détermination de Clara se mua en une force inébranlable. Elle ne pouvait plus reculer. La vérité, quelle qu'elle soit, devait éclater. Les Laurier méritaient justice. Le chapitre culmina avec une décision inévitable. Les archives, les journaux, les registres, tout cela était utile, mais insuffisant. La maison des Laurier. Elle se tenait là, quelque part en périphérie d'Avignon, une carcasse oubliée, envahie par la végétation, témoin silencieux d'une tragédie. Clara sentait un appel, une attraction presque magnétique vers ce lieu. C'était plus qu'une simple intuition. C'était une certitude profonde que les murs de cette demeure abandonnée détenaient encore des secrets, des échos du passé que seule une présence physique pouvait réveiller. Elle devait y aller. La vérité s'y cachait, attendant d'être déterrée, et Clara Roux était prête à la chercher, peu importe l'obscurité qu'elle trouverait. Le lourd portail en fer forgé, rouillé par le temps, grinça plaintivement sous la poussée de Clara Roux, son écho se perdant dans l'après-midi silencieux d'Avignon. La maison des Laurier se dressait devant elle, une silhouette imposante et pourtant étrangement déserte, comme un monument funéraire à une vie passée. L'herbe haute envahissait les allées, les volets étaient clos, certains battants, d'autres à moitié déboîtés, comme des paupières fatiguées. Une atmosphère lourde, presque palpable, planait sur la propriété, un mélange d'abandon et de quelque chose de plus sinistre. Le silence était si profond qu'il semblait absorber tout son, ne laissant que le battement accéléré du cœur de Clara. Mimo, le cocker roux trouvé errant sur le perron, ne bougeait pas de ses jambes,
un sifflement bas et inquiet dans la gorge, son museau pointé vers la porte d'entrée comme s'il sentait une présence invisible et menaçante. Clara, armée de son appareil photo et d'une détermination silencieuse, pénétra dans l'antre. L'air à l'intérieur était vicié, lourd de poussière et d'une odeur de moisi et de renfermé. Chaque pas soulevait des nuages de particules, éclairés par les rares rayons de soleil qui s'infiltraient à travers les fentes des volets. Les meubles, recouverts de draps jaunis, semblaient des fantômes attendant un retour qui ne viendrait jamais. Le salon, figé dans le temps, était un chaos silencieux. Des jouets d'enfants gisaient sur le tapis, une tasse de café séchée sur une table basse, des magazines ouverts. Rien n'indiquait une fuite précipitée ou un départ volontaire. Tout semblait s'être arrêté brutalement. Clara commença son exploration méthodique, son regard de photographe aguerri cherchant les détails, les anomalies. Dans la cuisine, un calendrier mural s'arrêtait à une date précise, des assiettes empilées sur l'égouttoir, comme si la dernière vaisselle avait été interrompue. Mais ce n'étaient pas ces signes d'abandon ordinaire qui la troublaient le plus. C'étaient les détails qui ne collaient pas. Sur le mur du couloir, des marques de griffes profondes, trop hautes pour Mimo, déchiraient le papier peint juste à côté d'une porte. Dans la chambre des enfants, le lit de Louis était défait, un livre de contes ouvert sur l'oreiller, mais le lit d'Élise, étrangement, était parfaitement fait, sa poupée préférée posée dessus avec une rigidité presque forcée. Des éraflures métalliques, fines et régulières, marquaient le cadre d'une fenêtre à l'étage, comme si quelque chose y avait été frotté à plusieurs reprises. Le salon, avec son grand miroir orné au-dessus de la cheminée, attira de nouveau son attention. Clara avait déjà scanné la pièce, mais quelque chose la poussait à revenir. Le miroir lui-même semblait déplacé, légèrement de travers, et une fine couche de poussière s'était accumulée autour de son cadre, sauf à un endroit, sur le côté gauche, où la poussière était curieusement absente, comme si quelque chose l'avait récemment effleurée. Ce n'était pas une simple trace de doigt, mais une bande verticale d'une propreté relative. Poussée par une intuition, Clara effleura la zone. Son doigt sentit une légère aspérité, une jointure à peine perceptible sous les ornements sculptés du bois. Elle exerça une pression, puis une autre, plus ferme, le long de cette ligne invisible. Un déclic subtil résonna dans le silence. Le miroir, loin d'être fixé au mur, pivota lentement vers l'intérieur, révélant non pas un mur solide, mais une fente étroite, une obscurité béante d'où s'échappait une bouffée d'air froid et stagnant. Le cœur de Clara s'emballa, un mélange détonnant de peur et d'une excitation presque coupable. C'était là, la rupture, le point de non-retour de l'abandon simple. C'était la preuve que le mystère était bien plus profond. Elle sortit la petite lampe de poche de son sac et projeta son faisceau dans les ténèbres. Devant elle, un escalier rudimentaire, taillé à même la terre battue, descendait dans les entrailles de la maison. Mimo, resté silencieux jusqu'alors, poussa un gémissement bas et se recroquevilla derrière ses jambes, refusant d'approcher l'ouverture. Clara inspira profondément, le souffle court et le corps tendu. L'odeur ici était différente, plus métallique, plus confinée. Elle s'engagea prudemment, un pied après l'autre, dans le passage secret. L'escalier menait à un réseau de tunnels étroits et bas de plafond, des cavités creusées à même la terre et soutenues par des poutres de bois brut. L'humidité suintait des parois. Ce n'était pas une cave ordinaire, ni un abri anti-aérien. C'était un labyrinthe, conçu pour être caché, pour isoler. À mesure qu'elle avançait, le faisceau de sa lampe révélait l'horreur. Les tunnels s'ouvraient sur de petites pièces, des cellules rudimentaires. La première était une pièce de surveillance. Des moniteurs obsolètes, aux écrans poussiéreux, étaient empilés sur une table de fortune. Des câbles couraient le long des murs, se connectant à des caméras dissimulées que Clara repéra bientôt, pointant vers les pièces adjacentes. Un magnétophone à bobine, visiblement ancien mais fonctionnel, était posé à côté, des bobines de bande magnétique empilées à proximité. Le souffle de Clara se coupa. Ce n'était pas un simple cambriolage qui avait eu lieu ici. C'était une séquestration. Dans les pièces suivantes, l'étendue de l'indicible se révéla. Des effets personnels de la famille Laurier, qu'elle avait vus sur les photos de la police, étaient éparpillés. La couverture préférée de Louis, un ours en peluche que Solène avait tricoté, la montre d'Émile. Il y avait des lits de camp, des seaux utilisés comme latrines, des restes de nourriture séchés dans des gamelles rouillées. Des marques de jour étaient gravées sur les murs, des centaines, des milliers de traits, indiquant une captivité qui s'étendait sur des mois, peut-être des années. Ce n'était pas un abandon. C'était une disparition forcée,
orchestrée avec une méticulosité dérangeante. Puis vint la découverte la plus déchirante. Sur une table métallique, dans une pièce plus grande qui semblait avoir servi de salle commune, Clara trouva une boîte en carton remplie de photos. Ce n'étaient pas des clichés de famille joyeux. C'étaient des instantanés clandestins, pris à travers des lentilles grand angle, souvent floues, mais d'une clarté suffisante pour révéler leur contenu. Des photos d'Élise. La petite Élise aux boucles blondes, mais pas l'Élise de 5 ans disparue. L'Élise sur ces photos était visiblement plus âgée, peut-être 10, 12 ans. Son visage était émacié, ses yeux cernés par la peur et la fatigue. Son corps était marqué par une maigreur extrême, et sur plusieurs clichés, des hématomes, des cicatrices, des traces de coups étaient distinctement visibles. Son regard, souvent vide, parfois empreint d'une douleur insoutenable, transperçait Clara. C'était un témoignage silencieux d'un calvaire prolongé. La découverte des preuves de captivité avait frappé Clara Roux d'une force inouïe. Les chaînes, les résidus organiques, les marques sur le sol, autant de cicatrices indélébiles gravées dans la pierre de la maison Laurier. Mais au-delà de l'horreur tangible, une pensée, une seule, occupait désormais tout son esprit, la fille d'Élise. Cet enfant, qui aurait aujourd'hui près de 11 ans, était-elle encore là, vivante, cachée dans les entrailles de cette demeure qui avait été sa prison? Une urgence viscérale s'empara de Clara. Elle n'était plus une simple photographe documentant un mystère, mais une sauveteuse improvisée, guidée par une intuition féroce. Elle parcourut chaque recoin de la maison, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Les pièces étaient sombres, l'air lourd de poussière et d'une odeur indéfinissable de confinement. Elle appelait, d'une voix douce mais insistante, le nom d'Élise, puis d'autres, inventés, dans l'espoir d'atteindre l'enfant. « Petite, es-tu là? Je ne te ferai aucun mal. » La tension était palpable, chaque craquement du vieux plancher, chaque souffle du vent à travers une fissure, amplifié par l'angoisse. Elle sonda les placards, les recoins obscurs, même les espaces exigus sous les escaliers. C'est finalement dans une petite alcôve dissimulée derrière une bibliothèque branlante, dans ce qui semblait être une ancienne chambre de service réaménagée, qu'elle perçut un mouvement. Un œil, apeuré et méfiant, la fixait depuis l'obscurité. « Bonjour », murmura Clara, s'agenouillant lentement, les mains ouvertes pour montrer qu'elle n'était pas une menace. « Je m'appelle Clara. Je suis là pour t'aider. » La créature qui émergea de l'ombre était une fillette. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage sale, ses vêtements déchirés et trop grands pour elle. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient ceux d'un animal traqué, rempli d'une terreur primale. Elle était mince à l'extrême, ses membres frêles et ses genoux noueux. Elle ne parla pas. Elle ne fit aucun bruit, même pas un murmure, comme si l'usage de sa voix lui avait été retiré. Le silence de l'enfant était plus assourdissant que n'importe quel cri. C'était Élise, ou du moins, son reflet déformé par des années de privation et de peur. Clara s'approcha avec une infinie prudence, lui tendant lentement une main. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-elle, sa voix empreinte d'une douceur qu'elle ne se connaissait pas. La petite recula d'abord, puis, comme si la faim ou la curiosité l'emportait sur la peur, elle tendit une main hésitante et effleura les doigts de Clara. C'était un contact fragile, presque irréel, le premier signe d'un pont jeté entre deux mondes. Le sauvetage fut un moment de pure émotion et de vulnérabilité. La fillette, que Clara déciderait plus tard d'appeler Julie en un clin d'œil à la résilience et à la nouvelle vie, se laissa finalement prendre dans les bras de la photographe. Son corps était léger, presque dénué de substance, mais Clara la serra fort, comme pour la réancrer à la réalité. Les policiers arrivèrent peu après, alertés par Clara, mais elle insista pour rester auprès de l'enfant. Elle savait que la violence du monde extérieur, même bien intentionnée, serait trop pour elle. En sécurité, dans un environnement calme et apaisant que Clara avait rapidement aménagé pour elle, Julie commença, avec une lenteur déchirante, à communiquer. Les mots ne venaient toujours pas. Le traumatisme avait érigé un mur infranchissable. Mais les mains de Clara lui avaient donné des crayons de couleur et du papier. Et sur ces feuilles vierges, la vérité commença à se dessiner, trait après trait, avec une force qui transcendait le langage. Les premiers dessins étaient simples, presque enfantins, mais leur contenu était glaçant. Une femme, reconnaissable comme Élise, apparaissait souvent. Elle était représentée dans des poses contraintes, le corps raidi, les yeux vides, face à un objectif. La figure omniprésente d'un homme avec une caméra apparaissait dans presque toutes les scènes de captivité. Il était grand, sombre,
sans visage, mais sa présence était écrasante, une ombre menaçante qui s'étendait sur la vie de la mère et de la fille. Julie dessinait des lignes, des bâtons, des symboles pour représenter les règles cruelles qui régissaient leur existence. L'obscurité, le silence, les repas rares et frugaux, les punitions invisibles. Puis, les dessins devinrent plus complexes, plus spécifiques et plus dévastateurs. Une image montra Élise, allongée, les yeux clos, sous une pile de terre. À côté d'elle, une silhouette d'enfant, plus petite, pleurait. Un autre dessin, plus explicite encore, montrait une pelle et des outils, puis une fosse creusée sous ce qui ressemblait aux fondations de la maison. La vérité émergea avec une clarté insoutenable. Élise Laurier était morte, et son corps avait été enterré sous la même maison qui les avait retenues captives. Les révélations de Julie ne s'arrêtèrent pas là. Ses crayons décrivirent d'autres visages, d'autres silhouettes d'enfants, parfois floues, parfois plus distinctes, apparaissant et disparaissant des scènes de captivité. Cela suggérait que Élise et Julie n'étaient pas les seules victimes. Il y avait des mains, des ombres, des fragments de corps qui n'appartenaient ni à la mère ni à la fille. Des scènes de classe, où plusieurs enfants étaient assis, forcés d'écouter un homme parler ou de poser pour des photos. La figure de Drouin, l'homme au carnet retrouvé par Clara, se dessinait en filigrane derrière l'homme à la caméra, l'initiateur de cette horreur. L'enquête, initialement centrée sur la disparition de la famille Laurier et un potentiel kidnappeur solitaire, s'élargissait désormais de manière terrifiante. Les dessins de Julie peignaient le tableau d'un projet de captivité, une entreprise organisée et coordonnée, perpétuée par plusieurs abusateurs au fil des décennies. Drouin n'était qu'une pièce du puzzle, le point de départ d'une toile d'araignée s'étendant bien au-delà des murs de cette maison d'Avignon. La survie de Julie, aussi miraculeuse soit-elle, n'était que le prélude à la révélation d'une vérité bien plus sombre et plus vaste, une vérité qui résonnerait dans les annales des crimes les plus impensables. Le sang de Clara se glaça. Elle continua de feuilleter les clichés, chaque image un coup de poing à l'estomac. Puis, dans la dernière série de photos, l'horreur atteignit son paroxysme. Élise, encore plus âgée, le ventre gonflé par une grossesse avancée. Et enfin, des images d'une Élise amaigrie, tenant un nourrisson blotti contre elle, le visage du bébé à peine visible, mais indubitablement là. Un bébé. Une fille. Née dans ces tunnels, dans cette prison souterraine. La révélation frappa Clara avec la force d'un marteau. Élise Laurier n'avait pas seulement été séquestrée et torturée pendant des années, elle avait donné naissance à un enfant en captivité. Le mystère de la famille Laurier venait de prendre une tournure d'une dépravation inouïe, plongeant l'enquête dans des abysses de noirceur insoupçonnés. Les révélations de Julie ont percé le voile de silence qui enveloppait l'affaire Laurier depuis plus de 50 ans. Ce qui n'était qu'une légende macabre, une histoire chuchotée à voix basse dans les recoins d'Avignon, s'est soudainement mué en un scandale national, frappant les consciences comme un coup de tonnerre. Les autorités, initialement hésitantes, se sont retrouvées sous les feux des projecteurs, contraintes d'agir face à l'ampleur des témoignages naissants et de l'horreur que représentait l'histoire de Julie. Clara Roux, témoin privilégié de cette résurrection de la vérité, sentait une responsabilité écrasante. Sa mission de photographe avait dépassé la simple capture d'images. Elle était devenue la gardienne d'une histoire, la voix des disparus. Guidée par une impérieuse nécessité d'exposer l'indicible et d'honorer la mémoire des victimes, elle a canalisé son énergie et ses découvertes dans un nouveau projet audacieux, une série de podcasts intitulée La maison sur la photographie. Le titre, évocateur de la scène de crime initiale et de l'élément clé qui avait ramené l'affaire à la lumière, résonnait comme un avertissement. Le premier épisode, lancé avec une urgence palpable, a déferlé sur le pays comme une onde de choc. En quelques heures, la maison sur la photographie est devenue un phénomène viral. La voix posée mais chargée d'émotions de Clara, alternant entre faits bruts, extraits de ses propres entretiens, et les rares documents d'archives, a captivé l'attention de millions d'auditeurs. Les témoignages de Julie, retranscrits avec le plus grand soin et la plus grande dignité, ont apporté une dimension humaine insoutenable à la tragédie. Des familles de disparus, des survivants d'abus similaires qui avaient gardé le silence pendant des décennies, ont enfin trouvé le courage de parler. Le podcast a non seulement choqué la nation, mais a aussi ravivé des débats urgents et douloureux sur les disparitions non résolues, l'inefficacité passée des forces de l'ordre et l'existence de réseaux d'abus organisés qui opéraient impunément. Des lignes téléphoniques d'aide ont été saturées, des groupes de soutien se sont formés spontanément, et la pression publique sur les politiques et les institutions judiciaires est devenue intenable. La justice ne pouvait plus détourner le regard. Au cœur de cette tempête médiatique, une vérité déchirante a finalement été confirmée. Élise Laurier, la fillette de 5 ans disparue en 1971, n'avait pas survécu.
Les restes découverts dans la chambre secrète, après des analyses médico-légales approfondies, ont scellé son destin tragique. Cependant, la survie inespérée de sa sœur, Julie, autrefois Marie, représentait une lumière jaillissant des ténèbres. C'était son courage, sa mémoire fragmentée mais résiliente, et ses dessins énigmatiques qui avaient permis de briser un silence de plus de 50 ans, ramenant à la surface une vérité que d'aucuns auraient préféré voir enterrée pour toujours. Clara, loin de se contenter de son rôle de narratrice, a continué de collaborer activement avec les forces de l'ordre, la police judiciaire et les agents fédéraux. Son podcast était bien plus qu'un simple moyen d'information. Il était devenu un catalyseur, une plateforme pour la justice. Elle utilisait chaque nouvelle découverte, chaque témoignage spontané qu'elle recevait, pour aider à la traque. Ses recherches sur les réseaux sociaux, ses contacts développés au fil des épisodes, ses propres intuitions, tout était partagé et analysé avec les enquêteurs. Elle aidait à tracer des liens insoupçonnés, à identifier de nouvelles victimes potentielles, et surtout, à démanteler ce réseau criminel qui avait opéré dans l'ombre pendant des décennies, se nourrissant de l'innocence et de l'oubli. Les premières arrestations ont eu lieu, des figures insoupçonnables de la société, des noms respectés, sont tombés, révélant l'étendue de la corruption et de la perversion. Après des semaines d'enquêtes intenses, de révélations et d'émotions à fleur de peau, Julie, désormais sous la protection de l'État et en processus de guérison psychologique, a commencé à retrouver une certaine sérénité. Loin des regards curieux, dans un environnement sécurisé, elle reconstruisait son monde à travers l'art-thérapie. Ses dessins, autrefois des fenêtres sur un passé terrifiant, devenaient des reflets de son processus de reconstruction. Un après-midi pluvieux, Clara lui a rendu visite, apportant des crayons de couleur neufs et un cahier vierge. Julie, son visage encore marqué par la douleur mais illuminé par un regard plus apaisé, a tendu à Clara un dernier dessin. Ce n'était pas une scène de la maison, ni un visage familier. C'était une figure nouvelle, énigmatique. Une silhouette féminine élancée, aux cheveux sombres, tenant ce qui semblait être une fleur de lys à la main. Au bas de la page, d'une écriture enfantine mais claire, était inscrit « Mademoiselle Juillet ». Clara a ressenti un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Son cœur s'est serré. Le sens du dessin, d'abord obscur, a commencé à se dessiner dans son esprit, jetant une ombre dense sur l'apparente résolution de l'affaire Laurier. Ce n'était pas un aboutissement, mais une nouvelle piste. Une révélation terrifiante. L'histoire, comprit-elle avec un sentiment de danger imminent, n'était pas terminée. Elle avait seulement changé de nom. Mademoiselle Juillet. Ce nouveau pseudonyme, cette nouvelle figure, était le signe que le réseau était toujours vivant, que d'autres tentacules n'avaient pas été coupés. La lutte pour la justice était loin d'être terminée, elle venait peut-être de commencer une nouvelle phase. Le dessin de Julie était un appel à la vigilance, un rappel brutal que le mal, sous de nouvelles formes, pouvait ressurgir à tout moment. Et si, parfois, la vérité n'était pas faite pour être découverte? Si certaines histoires étaient destinées à demeurer des gouffres d'incertitude, des murmures dans le vent, des énigmes que le temps, loin de résoudre, ne fait qu'approfondir? L'affaire Laurier, avec son silence assourdissant, nous confronte à cette troublante réalité. L'absence de réponse est parfois la seule réponse que l'on obtient. Elle nous rappelle que le passé n'est pas toujours un livre ouvert, mais plutôt une série de chapitres manquants, où chaque indice trouvé soulève plus de questions qu'il n'en résout. Et dans ce vide, que reste-t-il? La spéculation, l'angoisse et cette persistante sensation que quelque chose d'indicible s'est déroulé, sans que nous puissions en saisir la pleine mesure. Cette pensée est troublante, n'est-ce pas? Que signifie pour nous, en tant que société, l'incapacité à élucider de telles disparitions? Est-ce un échec de la justice, une preuve de l'ingéniosité du crime, ou simplement la démonstration de la fragilité de nos existences? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Croyez-vous que la vérité finit toujours par éclater, ou certaines énigmes sont-elles vouées à rester éternellement des mystères? Votre opinion nous intéresse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations.